Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on part à Rabat. Imaginez un peu la scène. On est un dimanche soir de janvier. Ouais, Le stade Prince Moulay Abdellah est en fusion totale. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et sur le terrain, deux équipes, mais un seul surnom. les lions. Les Lions de l'Atlas du Maroc contre les Lions de la Teranga du Sénégal. C'est plus qu'un match, l'ambiance est électrique. Complètement. Et ce qui est fascinant avec les sources qu'on a, c'est qu'elles racontent pas une mais deux histoires en même temps. Exactement. Il y a l'histoire du terrain, un choc de titans, un vrai, pour le trophée le plus important d'Afrique. Et puis il y a l'autre. Et puis il y a l'autre, celle des coulisses. 60 ans d'une relation absolument unique entre ces deux pays. Des rivaux d'un soir, mais des frères de toujours. Frère, le mot est fort. On sait qu'en géopolitique, même entre alliés, c'est toujours complexe. Alors, est-ce que cette relation est si parfaite? Comment on peut concilier en fait la rivalité d'une finale et cette fraternité qu'on nous décrit? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Bon, alors commençons par le plus spectaculaire, le terrain, le Le match. choc des lions. Voilà, on est le dimanche 18 janvier 2026, 35e CAN, et il y a ce détail qui est juste dingue. Ah oui, En 60 ans, après plus de 30 matchs, c'est la toute première fois que le Maroc et le Sénégal se rencontrent en phase finale de la CAN. jamais. Et là, c'est pas pour un quart de finale, c'est direct pour le titre. C'est un paradoxe qui rend l'enjeu historique. Pour le Maroc, la pression doit être... Monumental. Ils sont chez eux, ils sortent de cette demi du Mondial 2022. Tout le monde les attend au tournant. Et surtout, ils attendent ce titre africain depuis 1976. 50 ans. 50 ans. C'est une éternité dans le foot. Ça représente des générations de supporters qui n'ont jamais vu leur pays soulever fait de coupe. Absolument. Et en face, psychologiquement, c'est tout l'inverse pour le Sénégal. Eux, c'est l'équipe la plus régulière de la décennie. C'est leur 3e finale sur les 4 dernières éditions. C'est énorme. Pour eux, ce n'est plus une quête, c'est une confirmation. Ils veulent cette 2e étoile pour dire « notre titre de 2021, ce n'était pas un hasard ». Et pour arriver là, leurs parcours sont assez différents, non? Oui, chacun son style. Le Maroc, c'est la forteresse. Invaincu, meilleure défense du tournoi, ils n'ont pris qu'un seul but. Et sur penalty en plus. Sur penalty, ils ont maîtrisé leur match, et puis cette demi contre le Nigeria, au tir au but, avec un public qui les a littéralement portés. C'était fou. Et le Sénégal? Le Sénégal, c'est la puissance maîtrisée. C'est pas la meilleure attaque, mais la 2e. Pas la meilleure défense, mais la 2e. L'équilibre parfait. Voilà. Ils ont sorti le Mali, et surtout, leur bête noire, l'Égypte, en demi. Avec un but de Sadio Mané. C'est tout un symbole. Ça montre que l'équipe a mûri. Quand on regarde les effectifs côté Maroc, ça fait peur. On a Brahim Diaz qui est le meilleur buteur du tournoi, Achraf Hakimi qui vient d'être élu joueur africain de l'année. Le coach Walid Regragui a bâti une machine. C'est vrai. Sur le papier, c'est très impressionnant. Le Sénégal, c'est plus un collectif huilé, expérimenté. Mané est toujours là, décisif. 2 buts, 3 passes. Mais le vrai drame pour eux, C'est la défense. Patron. Et il est suspendu pour cette finale. Tout comme le milieu, Habib Diarra. C'est un vrai casse-tête. c'est terrible pour lui en plus. C'est la 2e fois, non? C'est la deuxième fois qu'il rate une finale de Cannes pour suspension, après 2019. C'est une histoire qui se répète, c'est cruel. Et ça doit jouer sur le moral de toute l'équipe. Bien sûr. Ça oblige le coach à tout repenser juste avant le match le plus important. Et tactiquement, face à l'attaque marocaine, ça peut tout changer. Si on regarde l'historique des matchs entre les deux, Alors, statistiquement, l'avantage est net pour le Maroc. 18 victoires à 7. Mais bon, les stats, dans une finale, ça ne veut pas dire grand-chose. Exactement. Ce qui compte, ce sont les souvenirs, les matchs qui ont marqué les esprits. Et il y en a eu. surtout deux, d'après nos sources. Oui, il y en a 2 qui définissent vraiment cette rivalité. Le premier, c'est un match fondateur pour le Sénégal. 14 juillet 2001, à Dakar. El Hadji Diouf. But d'Eladji Diouf. 1-0 pour le Sénégal. Et cette victoire, ce n'est pas juste un match, c'est le billet pour leur première Coupe du Monde, en 2002. Celle où il bête la France. Voilà. Et ils se qualifient aux dépens du Maroc. C'est l'acte de naissance de la génération dorée sénégalaise. Et le deuxième match, plus récent, Plus récent, oui, 2012, la dernière victoire du Sénégal. Encore 1-0. Et ce jour-là, le buteur, c'est un tout jeune joueur. C'est son tout premier but en sélection. Sadio Mané. Un certain Sadio Mané. C'est un passage de témoin, en fait. Chaque génération a eu son match. Et cette finale, eh bien, c'est à eux d'écrire la suite. On sent que tout est fait pour que ce soit un moment historique. Les sources parlent de l'organisation de cette CAN comme la meilleure de l'histoire. Oui, il y a une vraie volonté de marquer le coup. Cérémonie d'ouverture, concert géant avec French Montana, Davido,
Et même un ballon spécial pour la finale. Istri, oui, avec des motifs dorés inspirés du zélige marocain. C'est un symbole. On sent que même l'organisation veut célébrer plus que du foot. Et pour comprendre ça, il faut quitter le stade. On sort du terrain. On sort complètement du terrain. Parce que le match le plus important entre ces deux pays, il ne se joue pas sur le gazon. Il a commencé il y a 60 ans, avec un texte juridique qui semble aujourd'hui de la science-fiction. La convention d'établissement de 1964, c'est ça qui est présenté comme unique. C'est là que ça devient fou. Il faut s'imaginer le contexte. En 1964, l'Afrique vient de vivre les indépendances. La plupart des pays construisent des frontières, définissent leur citoyenneté. Ils se protègent. Ce qui est logique. C'est logique. Eh bien, le Maroc de Hassan II et le Sénégal de Senghor, ils font l'exact inverse. Ils signent un texte qui dit en gros « un Sénégalais chez nous est un Marocain et un Marocain chez vous est un Sénégalais ». Attends, concrètement, ça veut dire quoi? Ça va jusqu'où? Ça va très très loin. Accès à la fonction publique, au marché public, le droit de créer une entreprise, de travailler, d'investir, c'est une réciprocité quasi totale. Un Sénégalais peut devenir fonctionnaire au Maroc? C'est ça. C'est une vision du panafricanisme qui est incroyablement concrète, très en avance sur son temps. L'ambassadrice du Sénégal le dit très bien. Beaucoup de Sénégalais considèrent le Maroc comme leur second pays. Ce n'est pas qu'une formule. Mais j'imagine que pour que ça marche, pour que les gens se sentent vraiment chez eux, il faut plus que des papiers. Il doit y avoir un lien plus humain. C'est le deuxième pilier, et c'est peut-être le plus puissant. C'est un ciment spirituel. Les deux pays partagent une même vision d'un islam modéré, l'école malikite. Mais surtout, ils sont unis par une confrérie soufie, la Tidjaniya. D'accord. Et le fondateur de cette confrérie, Cheikh Ahmed Tidjani, est enterré où? À Fès, au Maroc? Ce qui fait de Fès un lieu de pèlerinage majeur. C'est plus que ça. Pour des millions de fidèles d'Afrique de l'Ouest, et surtout du Sénégal où la confrérie est ultra populaire, Fès, c'est une capitale spirituelle. C'est un lien qui court-circuite la politique. Un pèlerin sénégalais qui arrive à Fès n'est pas vu comme un étranger. Il est chez lui. Il est un fidèle qui retourne à la source. C'est une forme de diplomatie spirituelle, de soft power, qui est unique. Et ce lien spirituel si fort, il a des conséquences politiques aujourd'hui? Totalement. Ça crée une confiance qui se traduit par un soutien politique sans faille. Le Sénégal a toujours soutenu ce que les sources appellent constamment et fermement l'intégrité territoriale du Maroc sur la question du Sahara. Et il y a eu ce geste symbolique très fort récemment. L'ouverture d'un consulat sénégalais à Dakhla, en avril 2021. Ce qui n'est pas un geste anodin du tout. C'est un acte politique majeur. Le directeur du Timbuktu Institute a une formule parfaite pour ça. Il dit que Dakhla est devenu un trait d'union entre le Maroc et les pays africains. En s'installant là, le Sénégal se positionne comme un pont, un partenaire clé de la vision marocaine pour l'Afrique. D'accord, donc on a une base juridique unique, un ciment spirituel très fort et une alliance stratégique. Et aujourd'hui, concrètement, comment ça se traduit, ce partenariat alors? Eh bien, ça se traduit par une coopération qui s'accélère. Sur le plan économique d'abord, les chiffres sont clairs. Ah oui, bien sûr. Les échanges sont passés de 6 millions de dollars en 1999 à plus de 52 millions en 2005. Et ça n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Quand on est à Dakar, les banques, les entreprises marocaines, elles sont partout. Et ils ne regardent pas que le présent, visiblement. Les sources insistent beaucoup sur les nouveaux défis qu'ils veulent relever ensemble. Le numérique, par exemple. C'est devenu un axe central, oui, avec une vision partagée très politique. L'Afrique ne doit plus juste consommer des technologies venues d'ailleurs. Elle doit développer son propre modèle numérique, son propre écosystème. Et pour ça, il faut former des gens. Exactement. Et c'est là qu'on voit des initiatives comme le programme African Women in Tech and AI. C'est un bon exemple, ça. C'est parfait. L'idée, c'est de former 150 femmes scientifiques africaines en 3 ans, de créer un réseau d'excellence. Ce n'est pas juste technique, c'est de la construction de capital humain pour l'avenir du continent. Et on s'assure que les femmes soient au centre. Ce qui nous amène à l'éducation, la formation. C'est un défi immense en Afrique avec la démographie qui explose. C'est un défi vertigineux. On parle de passer de 9 millions d'étudiants à 26 millions en 2030. C'est énorme. Aucun pays ne peut gérer ça seul. C'est pour ça que la coopération universitaire est vitale. Et lors du séminaire pour les 60 ans de la fameuse convention, il y a une idée qui est revenue souvent. Un Erasmus africain? Mais c'est une idée géniale, ça! C'est ça, faciliter la mobilité des étudiants, des chercheurs, des savoirs. L'objectif final, on l'entend dans tous les discours, c'est de formuler des réponses africaines aux problèmes africains.
Créer une sorte de souveraineté intellectuelle. C'est exactement l'idée. Et cette relation Maroc-Sénégal est vue comme une sorte de laboratoire pour ce panafricanisme très concret. En fait, cette relation, elle est présentée partout comme un modèle de coopération sud-sud. Oui, elle incarne une visu, celle portée par le roi Mohamed VI, qui dit « Les richesses de l'Afrique doivent bénéficier à l'Afrique ». Et ça doit parler au Sénégal. Ça trouve un écho immense. Surtout avec le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, dont tout le discours est axé sur la souveraineté, le panafricanisme de gauche. Pour lui, le Maroc, c'est le partenaire idéal, celui qui respecte cette souveraineté. C'est fou. Quand on sait tout ça, ce match à Rabat, cette finale, on ne la regarde plus du tout de la même manière. Ah, ça change tout. La tension, la rivalité, la passion des supporters, tout ça est bien réel, mais l'arrière-plan est tellement plus riche. Voilà, ce n'est plus un match entre deux rivaux. Ça devient une sorte de fête de famille entre deux partenaires. C'est la vitrine d'une alliance qui est discrète le reste du temps, mais incroyablement solide. Sur le terrain, il y aura un champion. Un seul. Mais en dehors, dans les tribunes diplomatiques, économiques, les deux semblent déjà avoir gagné. Toute cette histoire, ce partenariat, ça dépasse tellement le foot. Et ça amène à se poser une question plus large, en fait. Tout à fait. Au moment où le continent africain cherche à renforcer son intégration, à parler d'une seule voix, on peut légitimement se demander Si ce lien unique, là, entre le Maroc et le Sénégal, ce mélange étonnant de compétition saine, de solidarité stratégique et de respect spirituel, si tout ça, ça ne pourrait pas offrir une sorte de feuille de route. peut-être pas un modèle à copier-coller, non, mais une source d'inspiration, une piste pour construire les relations interafricaines du XXIe siècle. De la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Maroc contre Sénégal. Sur le papier, c'est l'affiche parfaite, non? Mais ce match, c'est bien plus qu'une simple rencontre sportive. C'est le point culminant de toute une histoire, le reflet de relations vraiment profondes et complexes. Alors, oui, plongeons dans cette histoire. Imaginez un peu le truc. 30 confrontations en presque 60 ans. Des matchs amicaux, des qualifs, mais jamais, au grand jamais, une finale. C'est fou, non? Ce paradoxe, il est vraiment au cœur de tout. Deux des plus grandes nations du foot africain qui se connaissent par cœur, mais qui jusqu'à maintenant s'étaient toujours évitées au moment crucial. C'est exactement la question qu'on va décortiquer ensemble. Parce qu'au-delà du score, ce match nous raconte une histoire de fraternité, de spiritualité et bien sûr de rivalité. Une histoire qui dépasse de loin le terrain de jeu. Allez, on commence par le plus évident. Cette finale, c'est d'abord une première historique, une sorte d'anomalie même. Pensez-y. Plus de 60 ans d'histoire, plus de 30 matchs, et c'est la toute première fois. Ça donne une idée du poids de l'événement. Pour la première fois, ces deux géants ne jouent pas pour des points ou pour l'honneur. Non, là, ils jouent pour la couronne de l'Afrique. C'est le sommet. C'est un rendez-vous que tout un continent attendait en fait. Maintenant, on va aborder l'aspect peut-être le plus surprenant de cette finale. Parce que oui, sur le terrain, ce sont des rivaux. Mais en dehors, eh bien le Maroc et le Sénégal sont des alliés incroyablement proches. Cette phrase de l'ambassadrice du Sénégal, elle est très très forte. Le Maroc est notre second pays. Elle ne parle pas juste de partenariat ou d'amitié, non, elle dit bien second pays. Ça vous montre une profondeur de relation qu'on le trouve quasiment nulle part ailleurs sur le continent. Et attention, cette relation, elle n'est pas que symbolique. Elle repose sur du solide, sur du juridique. Cette convention de 1964, c'est vraiment un texte fondateur, presque unique en son genre. En gros, ça permet une égalité de traitement, une facilité d'intégration qui est juste sans précédent entre deux nations souveraines. On a donc cette dualité qui est absolument fascinante. D'un côté, une alliance, diplomatique, spirituelle, économique même. D'ailleurs, il faut savoir que le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Et de l'autre côté, une compétition. Une compétition saine pour le leadership sportif, pour l'influence régionale. C'est ce mélange qui rend ce face-à-face si spécial. Mais pour vraiment, vraiment comprendre la profondeur de ce lien, il faut creuser encore plus loin. On va toucher à une dimension qui dépasse la politique, qui dépasse l'économie, la spiritualité. Ce lien, il n'est pas né hier, il remonte à des siècles. Il a été tissé par des routes spirituelles, par une histoire commune liée à une branche mystique de l'islam, le soufisme. C'est une connexion vraiment profonde qui a façonné les sociétés des deux pays. Et au cœur de tout ça, il y a la ville de Fès. C'est un point absolument crucial. Pour des millions de Sénégalais qui font partie de la confrérie Tidjania, Fès, ce n'est pas juste une ville au Maroc. C'est le cœur battant de leur foi. C'est là où ils se sentent d'une certaine manière chez eux. Tous ces éléments, les pèlerinages, cette vision commune d'un islam modéré, le rôle du Maroc dans la formation religieuse,
Tout ça, c'est un peu le ciment invisible de leur relation. C'est ce qui renforce constamment ce lien unique, bien au-delà de la simple géopolitique. Bon, maintenant qu'on a bien posé cette balle de fraternité, revenons au foot. Parce que sur le rectangle vert, l'histoire est bien différente. C'est celle d'une longue rivalité. Alors, les chiffres, eux, sont assez clairs. Sur 30 matchs, le Maroc mène avec 18 victoires contre 7 pour le Sénégal. C'est un avantage historique net, c'est vrai. Mais bon, on le sait tous, les stats, surtout avant une finale, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Il y a des moments qui ont vraiment défini cette histoire sur le terrain. Depuis leur première rencontre officielle en 81, certains matchs ont marqué les esprits. Par exemple, cette victoire du Sénégal en 2001, c'est celle qui les qualifie pour leur toute première Coupe du Monde avec la génération d'Eladji Diouf. Ou encore, en 2012, un tout jeune Sadio Mané qui marque son premier but en sélection, justement contre le Maroc. Un vrai symbole. Chaque match a ajouté une petite page à cette grande histoire de rivalité. Allez, on revient au présent. Direction Rabat pour la finale de 2025. Et l'enjeu, il est énorme. C'est une bataille pour une deuxième étoile. Et ça, sur le continent, c'est quelque chose de très rare. 1. Ce chiffre, il résume tout. Une seule étoile sur chaque maillot. Le Maroc a gagné son unique titre en 1976, le Sénégal beaucoup plus récemment en 2021. Ça veut dire que le vainqueur va doubler la mise. Il va entrer dans un club très fermé, celui des nations qui ont plusieurs titres continentaux. Et pour le Maroc, qui joue à domicile, il y a ce chiffre qui pèse très lourd, 50 ans, un demi-siècle. C'est le temps que tout un royaume attend pour soulever à nouveau ce trophée. Mettre fin à cette attente chez soi, c'est plus qu'un match, c'est une véritable quête. Et les deux équipes, elles n'arrivent pas en finale par hasard, Elles sont en pleine forme. D'un côté, le Sénégal, avec la deuxième meilleure attaque du tournoi. De l'autre, le Maroc, avec la meilleure défense, un seul petit but encaissé. C'est le choc classique, l'attaque de feu contre le mur de béton. Par contre, attention, cette finale sera marquée par des absences très importantes. Côté Sénégal, on devra faire sans le capitaine, le pilier de la défense, Kalidou Koulibaly, qui est suspendu. Côté Maroc, c'est le maestro du milieu de terrain, Azzedine Ounahi, qui est blessé. Forcément, ces absences, ça pourrait complètement changer la physionomie du match. Même le ballon de la finale est un symbole, c'est dire. Il s'appelle Itri et son design s'inspire de l'art marocain, le zélige, avec des touches dorées juste pour l'occasion. C'est un petit détail, mais ça montre bien le prestige de ce rendez-vous. Au final, on comprend bien que cette finale, c'est beaucoup plus que 90 minutes de foot. C'est la célébration d'une relation africaine qui est vraiment un modèle. Sur le terrain, c'est sûr, ils vont se battre pour la victoire. Mais peu importe le résultat, ce match symbolise quelque chose de plus grand, une compétition saine, un respect immense et finalement un avenir partagé. Et ça nous laisse avec cette question un peu en suspens. Quand des frères s'affrontent pour le pré ultime, est-ce que le lien se fragilise ou est-ce qu'au contraire, il en sort renforcé ? Cette finale, c'est un test. Pas seulement pour les joueurs, mais pour cette relation si particulière. Et la réponse, on l'aura en partie sur le terrain, mais surtout dans les jours, les mois et les années qui suivront.